Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali, mpo ya kobongisa Congo akani, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya, kasa ya mbila, Congo ya makasi, moto ya nkoi. Du territoire. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche. Selon les témoins, les assaillants sont allés de maison en maison. Ils ont pillé les habitations et assassiné les propriétaires. Ceux qui restent sont désemparés. Nous avions passé la nuit ailleurs. Ce matin, nous avons vu les cadavres de nos voisins. Alors nous avons fui pour échapper à la mort. J'étais dans ma maison, j'ai vu des personnes passer avec des torches. Dieu est grand, j'ai eu de la chance. Quelques minutes après leur passage, on m'a dit que notre chef du village était déjà tué et le pasteur de notre église aussi. On m'a appris que plusieurs personnes venaient d'être tuées ici. Voilà pourquoi je suis venu chercher ma grand-mère. Les autorités locales pointent du doigt les ADF Nalou, des rebelles islamistes ougandais. Pourtant, l'armée congolaise que l'on voit ici affirmait que ce groupe était pratiquement défait au début du mois. Bonjour, bonsoir chers internautes. Je suis heureux de vous retrouver comme d'habitude sur www.ideocongo.com pour vous présenter un autre numéro de Baraza la Congo, arbre à palabre. Ces derniers jours, chers internautes, je vous ai présenté quelques numéros consacrés au territoire de Béni où, comme vous le savez vous tous, il y a des massacres à répétition qui ont contraint le chef de l'État, Joseph Kabila, à faire le déplacement pour le territoire de Béni et ainsi y réconforter les populations locales qui sont endeuillées par les dits massacres. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, le décor a changé. C'est que je ne suis pas dans les studios de Ideo Congo, comme je l'ai fait d'habitude. Je suis ici devant la table de montage chez moi parce que je venais d'être réveillé vers les 2 h du matin, le 5 novembre donc. J'ai été réveillé par les amis de Goma qui ont retrouvé des acteurs politiques qui ont des révélations ou bien des nouvelles d'actualité à nous donner. Ainsi, je me suis dit, ben, comme on doit abattre le fer quand il est chaud, eh j'ai pris leur reportage, j'ai pris les nouvelles et les images qu'ils m'ont envoyées. Et voilà, je ne veux pas faire un édito comme d'habitude. Et je vais tout de suite vous proposer donc ce que j'ai pu réaliser avec ces amis-là. Merci beaucoup et je vous prie donc de suivre le numéro d'aujourd'hui qui est encore une fois consacré à l'actualité à Béni, à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention, chers internautes. C'est toujours votre serviteur, Louis-Robert Elonga Adjadji. Au revoir. Je suis maître Jean-Paul Lumbolombo Moutanava. Je suis avocat de profession, barreau près la cour d'appel en République démocratique du Congo. Je suis sur le plan politique le vice-président national du Parti libéral pour le développement PLD qui est un parti de l'opposition politique. Je suis en même temps le point focal de la coalition des partis politiques d'opposition réunis au sein de l'Union des forces actives pour le changement, l'IFAC, dans la zone est de la République démocratique du Congo. Bon, il est vrai que dès mon jeune âge, j'ai commencé des activités au sein de la société civile comme défenseur des droits de l'homme. J'ai été à la tête de plusieurs organisations non
des organisations internationales, je ne voudrais pas citer ici IFES, qui est une organisation internationale américaine que j'ai coordonnée dans la partie est de l'Arctique. J'ai fait au total 12 ans en tant qu'activiste de droits de l'homme et j'ai été révolté par le fait que, en dépit de plusieurs plaidoyers qui sont faits en faveur de l'amélioration des conditions de vie des citoyens et le respect des droits de l'homme, le gouvernement congolais ne faisait qu'afficher la sourde oreille et les rapports de violation des droits de l'homme qui sont rendus publics par les organisations internationales des droits de l'homme, la MONUSCO et tant d'autres partenaires, ne faisait que confirmer que le gouvernement congolais ne respecte en rien les droits de l'homme. Cet état des choses a été la première à me révolter. La deuxième motivation, c'est qu'en tant que fils du pays, je pense qu'il est de mon devoir d'apporter ma faible contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, en rapprochant le milieu des décideurs et essayer d'influencer tant soit peu la prise de décision en faveur de nos populations qui sont laissées pour compte en République démocratique du Congo. Et peut-être du côté de l'opposition politique, je dois souligner que mon parti, le PLD, qui est un vieux parti créé depuis 1991, a été créé à l'avènement de la démocratisation en faveur du Congo. Et les pères fondateurs de ces partis ont décidé de contribuer à l'avènement de la démocratie en pourchassant le régime de Mobutu et en contribuant à l'avènement d'un pays qui se fait véritablement démocratique. Voilà quelques motivations qui ont été ou qui ont présidé à notre choix pour la politique et particulièrement pour l'opposition. Alors nous avons appris ici au Canada que vous avez été, il y a quelques jours passés, l'objet d'une arrestation. Que s'est-il passé exactement, maître? En fait, nous confirmons, nous avons été l'objet, moi je ne voudrais pas parler d'une arrestation, parce que s'il faut parler d'une arrestation, l'arrestation est soumise à un certain nombre de conditions, en premier rang desquelles, notamment une convocation ou une invitation qui doit être émise par les autorités compétentes. Deuxièmement, les heures pendant lesquelles j'ai été arrêté, ça veut dire autour de 19 heures, la législation congolaise, la procédure congolaise n'autorise pas l'arrestation d'un citoyen au-delà de 19 heures. Et j'ai donc été purement et simplement enlevé. C'était en fait dans le contexte d'une journée pure morte que mon parti, le PLD, a décrété dans toute la province de Nord Kivu, notamment la ville de Goma, la ville de Butembo, la ville de Beni, le territoire de Lubero, Masisi, Nyiragongo. Et c'était en fait pour, premièrement, compatir avec la population du territoire de Beni, la ville de Beni, qui se trouve être actuellement victime de massacres et de carnage dont les adultes sont présumés être des auteurs. La deuxième motivation de cette journée violente, c'était d'interpeller l'autorité politique, militaire et policière à renforcer les mesures sécuritaires en faveur de la population de la ville de Goma, la ville de Butembo et la ville de Beni, mais aussi en même temps demander la démission du ministre de la Défense parce que selon les analyses du PSD, il a failli à sa mission. On ne peut pas concevoir qu'en un mois, plus de 104 personnes tuées par des personnes qui font des incursions quand ils le veulent, de la manière dont ils le veulent. Nous avons donc demandé la démission du ministre de la Défense. Les demandes de la journée vivante, nous avons demandé que le ministre de la Défense puisse démissionner parce qu'à notre avis, il avait failli à sa mission en mettant la population de la ville de Beni dans une situation où elle n'était pas sécurisée alors que Beni est décrétée une zone opérationnelle. Donc c'est une ville qui est censée avoir le plus grand nombre possible de militaires afin de sécuriser la population. Aussi, dans cette journée vivante, nous étions en train de demander à la population du Nord Kivu de compatir avec cette population de Beni victime des actes de FNALU. Alors, la ville morte a été décrétée le lundi 20 octobre 2014 et elle a été respectée par
la totalité des villes et territoires de la province du Nord Kivu. Et le même jour, le lundi, alors que nous revenions d'une émission radio et télévision sur Michapi pour essayer de remercier la population d'avoir obéi à notre mot d'ordre à Goma, à Butembo et à Beni, Lubero, Masisi, Nyiragongo, où ce mot d'ordre a été respecté. Nous avons été surpris juste au sortir de l'enclos de Michapi Voice TV. Notre Jeep avait déjà été, le frais de notre Jeep avait déjà été dégonflé par ceux qui sont venus nous chercher. C'était déjà autour de 19h07. Et nous avons constaté que devant notre Jeep, il y avait une Jeep qui avait déjà bloqué les passages et derrière, il y en avait deux autres qui ne pouvaient pas nous laisser faire quelconque manœuvre. Et du coup, il y a trois messieurs, sans avoir exhibé un quelconque mandat, sans avoir nous posé une quelconque question, ils nous ont pris avec une brutalité indescriptible et ils nous ont mis dans une Jeep fumée. Notre frère, notre grand frère qui était avec nous a été l'objet de cette même brutalité. Et nous avons été ainsi conduits au bureau de l'ANER. C'était déjà autour de 19h25 quand nous sommes arrivés au bureau de l'ANER, où nous avons été sommaires verbalisés et vite jetés dans les cachots de l'ANER. C'était déjà autour de 19h50. Donc c'est à la suite certainement de la réussite de cette journée ville morte que l'ordre a été donné. Nous ne savons si ce n'est pas le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur de province, afin que nous soyons arrêtés et mis en cachot. Heureusement que la population de la province du Nord Kivu a exercé une pression. La communauté internationale a fait de même. Les médias internationaux ont été saisis quelques minutes juste après. Et le lendemain, vers 8h30, nous avons été relâchés par le même service. Ok, alors là, vous avez un peu mis le doigt dans la plaie sur la suite de notre interview. Vous avez parlé des massacres des populations à Beni, disons au Nord Kivu en général. Alors, maître, nous ici au Canada, et je puis dire même l'opinion publique congolaise en général, à travers, si pas le pays, mais nous ici de la diaspora, nous ne nous expliquons pas que le Nord Kivu, qui est une zone opérationnelle militaire, et que dans cette zone opérationnelle militaire-là, ces ADF ou des gens dont on dit qu'ils sont non identifiables ou non identifiés, puissent se mouvoir aussi facilement et tuer des gens aux yeux, à la barbe, disons, de tous ces militaires que vous avez là-bas au Nord Kivu. Quelle est votre analyse sur cette facilité de mobilité? Bon, c'est comme nous l'avons dit, à notre avis, d'abord, il faut savoir que le territoire de Beni, la ville de Beni sont déclarés zone opérationnelle à la suite des opérations qui sont menées, notamment par le FARDC, appuyé par la brigade d'intervention des Nations Unies à la suite de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution donne mandat aux Nations Unies de pouvoir éradiquer tous les groupes armés actifs à l'est de la République démocratique du Congo, au nombre desquels les FDLR, les M23 qui venaient d'être défaits, ainsi que les ADF Nalu. Et de notre appréhension, cette zone devrait connaître une présence massive de casques bleus de la MONUSCO ensemble avec les FARDC à cet effet. Il est incompréhensible que dans cette zone, en un mois, que des personnes présumées être des ADF Nalu puissent entrer à tout moment, procéder au garage de la population du territoire de Beni, alors que le militaire, la police et les services de renseignement sont censés assurer la protection des personnes
de leurs biens ainsi que de l'intégrité du territoire dans cette zone, plutôt cette ville et ces territoires de Béni. Donc ce n'est pas compréhensible. À un deuxième niveau, non seulement que les massacres et les carnages ont été commis, mais on n'est pas arrivé à arrêter un seul suspect jusqu'à ce que la population se soit révoltée. Vous avez appris les effigies du chef de l'État, le monument du chef de l'État ainsi que les drapeaux de son parti, les PPRD, les BIREC, ont été saccagés par la population de la ville de Béni. C'est à la suite de la colère de la population, suite à ce qu'elle qualifie d'immobilisme et d'impuissance de services gouvernementaux à pouvoir lui apporter la sécurité et la paix. Mais lorsque les analyses sont faites de manière assez profonde, nous disons qu'il faut voir les signes de temps. Chaque fois qu'il y a un président de la République qui va vers son mandat, il suffit de voir la fin du mandat du président Mobutu. On se souviendra peut-être de la tristement célèbre histoire de Lititi Mboka à Lubumbashi. Il y a toujours des événements de ce genre qui sont toujours enregistrés. Nous pensons que ce sont des signes qui sont en train d'annoncer la fin du mandat du président Kabila. Et d'autre part, nous pensons qu'il n'y a pas, on ne peut pas exclure la thèse d'une complicité de la part des autorités au niveau interne avec quelques habitants peut-être du territoire de Béni qui se sont fait tromper par quelques ADF-NALU. Donc la situation, elle est tellement confuse, elle prête à confusion et nous pensons qu'il serait de bonne loi que les instances internationales, la Cour pénale internationale puissent se saisir du dossier afin que des enquêtes indépendantes puissent être diligentées. Les seules peuvent donner suffisamment d'éclaircissement à la population afin qu'on sache qui sont les auteurs, les co-auteurs, les complices ainsi que les tireurs de ficelles des massacres de la population du territoire de Béni et de la ville de Béni. Ok. Alors, maître, à vous entendre parler, vous fustigez vraiment l'immobilisme du gouvernement ainsi que de la tête de M. Joseph Kabila qui est le président de la République. Alors, depuis que l'on parle de Kabila dégage, il y a eu des marches, il y a eu des sit-ins, rien n'a donné comme fruit que nous pouvions dire comme succès, j'allais dire. Et que pensez-vous faire réellement, vous, non pas seulement activiste des droits de l'homme, mais maintenant homme politique, quelles actions votre parti prévoit de mener directement pour que cette population soit sécurisée? Bon, sur le plan sécuritaire, vous savez d'abord que nous sommes un parti politique d'opposition. Et en tant que parti politique, l'opposition, donc nous sommes censés ne pas être aux commandes de l'État. Ceux qui sont aux commandes de l'État, c'est notamment le membre de la majorité présidentielle. C'est eux qui ont des stratégies malheureusement, ou qui sont censés avoir des stratégies ou une politique pour sécuriser la population de notre province. Malheureusement, nous pensons que les méthodes qu'ils utilisent affichent beaucoup de faiblesses. Nous en voulons pour preuve l'insécurité mais également dans la ville de Goma, où déjà à partir de 18 heures, vous ne pouvez pas vous promener dans des quartiers pour tracasser la population, mais il y a également des militaires, des policiers qui tracassent la population, qui ravissent téléphone, argent, carte d'identité. Donc la situation est vraiment très confuse, comme nous l'avons dit. Et nous, en tant que parti politique d'opposition, notre mission d'abord, c'est de pouvoir critiquer l'action du gouvernement dès lors qu'elle accuse de faiblesse et donner des contre-propositions, mais pourvu que ces propositions que nous donnons soient écoutées par le gouvernement. Nous avons commencé à crier depuis très longtemps en proposant au gouvernement un certain nombre de stratégies pour sécuriser la population, mais c'est cette sourde oreille qui caractérise le gouvernement qui, par ailleurs, comme je l'ai souligné, a été à la base de notre détermination à pouvoir
entrer dans l'opposition politique. C'est vrai, vous avez dit qu'il y a eu des stratégies, Kabila dégage et autres, qui n'ont pas produit des fruits jusque-là. Moi, je ne serais pas pessimiste en disant que ces stratégies n'ont pas produit des fruits. Ce sont des stratégies qui, en chacune, a son pesant d'or, et au moment voulu, au moment opportun, ces stratégies produiront des fruits voulus par leurs initiateurs. Je ne voudrais pas vous dire ici que mon parti, le PND, a initié depuis le 15 septembre 2014 une pétition contre l'idée de toute révision constitutionnelle. Et au terme de la période de 2 mois de la campagne que nous avons dénommée « J'appose ma signature contre la révision de ma constitution », au terme de ces 2 mois, nous allons faire l'évaluation du nombre de signatures qui ont été obtenues, adresser la pétition à l'Assemblée nationale afin de dire aux députés et sénateurs du Nord Kivu que la population du Nord Kivu ne veut pas d'une quelconque révision de sa constitution. Également, demander au gouvernement, lui donner un ultimatum afin que le gouvernement puisse retirer son projet de révision de la Constitution déposé à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le gouvernement avait déjà déposé à l'Assemblée nationale un projet de révision de quelques articles de la Constitution. Par rapport à l'aspect sécuritaire, nous pensons qu'une fois que le peuple nous fera confiance et que nous serons aux commandes de l'État, nous pourrions lui faire voir les stratégies que nous pensons être les meilleures afin de sécuriser la population, surtout dans cette partie est de la République qui se trouve être actuellement le ventre mou de rébellion et de tous les mouvements insurrectionnels en République démocratique du Congo. Oui, ne touchez pas à mon article 220. C'est ce que vous vouliez dire par rapport à votre pétition là. Alors, nous savons que au niveau de la mouvance présidentielle, il y a des velléités de changement, de modification de cet article-là. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, nous attendons si oui ou non ce sera modifié. Mais entre-temps, que vous inspire l'expérience vécue au Burkina Faso, justement en rapport avec la modification de leur constitution là-bas? Bon, de prime abord, je loue le courage et la détermination du peuple burkinabé pour s'être exprimé en rapport avec la tentative de Blaise Compaoré de réviser l'article 37 de la constitution de ce pays. Le peuple a démontré qu'il est le souverain primaire. Si en République démocratique du Congo, il est de professeurs qui pensent que toute constitution est révisable, je pense que le peuple burkinabé a dit non, toute constitution n'est pas révisable. Et par rapport à cet état des choses, nous pensons que la majorité présidentielle au pouvoir doit tirer les leçons de l'unité du peuple congolais et du peuple burkinabé autour de cette tentative de Blaise Compaoré de réviser la constitution. Mais peut-être aussi, il faut essayer de voir les aspects des deux pays. Il faut reconnaître que si en Burkina Faso, il y avait déjà un chef de file de l'opposition conformément aux lois de ce pays, le problème en République démocratique du Congo, c'est que la loi portant statut de l'opposition, à son article 19, contient des mécanismes qui bloquent la mise sur pied pour l'investiture, le choix d'un porte-parole de l'opposition, afin que toute l'opposition congolaise puisse se retrouver autour d'un porte-parole ou bien un chef de file. Je pense que ça, c'est une faiblesse d'État et que la majorité présidentielle peut-être voudra exploiter, mais nous pensons que la population seule peut surmonter l'obstacle qui se trouve être inclus dans l'article 19 de la loi portant statut de l'opposition politique. Nous pensons qu'en 2016, les pouvoirs actuels doivent organiser des élections 90 jours avant le 19 décembre 2016, parce que la constitution de notre pays stipule bien que 90 jours avant le 19 décembre, date de la prestation de serment du président Joseph Kabila, la RD Congo doit déjà avoir un nouveau président de la République élu démocratiquement. Et si tel n'est pas le cas, je pense que la population congolaise devra se prendre en charge. Elle devra peut-être éviter le modèle de la Burkina Faso, mais nous pensons que la majorité au pouvoir est en train de tirer les leçons et ne devra plus s'aventurer dans cette tentative de révision de la Constitution. Mais de notre côté de l'opposition, nous n'allons pas baisser la pression.
parce que nous avons compris que le pouvoir de Kinshasa ne fonctionne qu'avec la pression. Nous allons intensifier la pression à notre niveau afin que cette tentative de révision de la Constitution puisse prendre fin et que la Constitution de la RD Congo puisse être respectée telle qu'elle a été votée par référendum par la population en 2006. Au stade actuel, maître, on dit de vous, les opposants, que vous vous agitez pour rien, du fait que M. Joseph Kabila ne s'est pas encore prononcé sur ce qui va se passer concernant cette modification de l'article 220 ou s'il sera candidat ou pas. Je pense que vous en êtes au courant. Lui-même n'a encore rien dit. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je pense que c'est un argument qui ne tient pas sa route. Tenez, la question ou toute la problématique, la discussion autour de la révision de la Constitution en RD Congo ne tourne qu'autour de l'article 220. Or, c'est cet article qui prévoit la durée et les mandats du président de la République. Mais s'il n'était pas candidat, pourquoi la majorité présidentielle, qui est sa famille politique, pourquoi les PPRD, qui est son parti et dont il est l'autorité morale, a initié, n'est-ce pas, cette révision? N'est-ce pas que c'était pour prévoir la reconduction de leur candidat lors des élections présidentielles en 2016? Parce qu'à notre avis, s'il n'était pas candidat en 2016, il n'y avait aucune nécessité de réviser l'article 220 en prolongeant le mandat du président de la République, non seulement à 7 ans, mais en donnant également une ouverture afin à ce qu'il puisse avoir un troisième mandat. Lorsqu'on parle de troisième mandat, on voit essentiellement le président Joseph Kabila qu'il n'en existait pas un deuxième président en RD Congo qui a déjà fait 2 mandats et qui aurait besoin de troisième mandat. Il s'agit bel et bien du président Joseph Kabila, même s'il ne s'est pas encore prononcé. Sa famille politique, qui est la majorité présidentielle, s'est déjà prononcée. Son parti, le PPRD, s'est déjà prononcé. Et donc, nous pensons que cela suffit pour que l'opinion, non seulement nationale et internationale, comprenne qu'il est un potentiel ou qu'il voudrait devenir un potentiel candidat aux élections présidentielles de 2016. Ok, merci. Alors, maître, quand nous nous sommes mis à vous chercher afin de réaliser cet entretien, on nous avait dit que vous étiez en déplacement pour Beni et que il y a 24 heures, je pense, 48 heures ou 24 heures, nous sommes aujourd'hui le 5 novembre, c'est peut-être hier que vous êtes rentré à Goma. Alors, quelle est la température de Beni au moment où vous quittiez cette bourgade? Bon, il faut dire que j'ai été à Beni d'abord dans le cadre des activités professionnelles. Vous savez, je suis un avocat. Deuxièmement, dans le cadre des activités de mon parti, le PLD. Mais également, troisièmement, dans le cadre de la consolidation des partis politiques d'opposition dans cette partie de notre province. Il faut dire qu'à Beni se trouve dans un contexte qui est essentiellement marqué, non seulement par ces carnages, ces massacres dont la population de Beni vient de faire la lourde truppée il y a 2-3 jours, mais également par la tension qui se trouve autour du procès du général Mamadou qui se passe également à Beni. Si sur le plan sécuritaire, je dois signaler que la population de Beni et de Boutemo vit dans une psychose indescriptible de ce qui pourrait lui arriver à tout moment en rapport avec ce qu'elle vient de connaître, notamment le massacre dans le territoire et dans la ville. Mais du côté du procès du colonel Mamadou Dalla, la population est en train de découvrir un certain nombre de faits qui indexent notamment un certain nombre d'officiers de FARDC comme étant des présumés, je parle encore des présumés auteurs de l'assassinat du général Mamadou Dalla. Et lorsqu'on fait une analyse des noms qui sont cités, notamment le colonel Birocho, mais celui qui dit Birocho dit Tango Fort, celui qui dit Tango Fort dit le chef suprême des armées. Donc la population est en train de faire des découvertes petit à petit suite à l'instruction du procès de l'assassinat du général Mamadou Dalla, en même temps qu'elle est en train de s'impliquer massivement dans la sécurisation de la population dans cette partie de la ville et du territoire. Comme vous savez,
le maire de la ville de Béni a décrété un couvre-feu dans cette partie de la province. Et nous pensons que pour autant que ce couvre-feu soit une solution qui puisse apaiser la population, nous pouvons soutenir de manière provisoire cette mesure, bien qu'elle ait une mesure restrictive de droits et libertés garantis aux citoyens, notamment la liberté de circulation, ce qui est au-delà des 18 heures. Et les béniciennes et les béniciens qui pourtant sont habitués à des moments de loisirs, surtout dans le quartier Matongué à Béni, ne pourront plus savourer peut-être leur bien à cause de cette mesure qui vient d'être prise par le maire de la ville. Si c'est pour un moment, c'est à encourager, mais si c'est pour longtemps, je pense que nous serons parmi les premières notables à pouvoir combattre cette mesure, parce que ce n'est pas le couvre-feu qui va mettre fin à l'insécurité. Ça ne peut être qu'une mesure provisoire. Des mesures tout à fait durables doivent être prises par le gouvernement central, afin notamment de renforcer le nombre de policiers de la ville de Goma, de renforcer le nombre de militaires, mais tout en les payant, parce que de nos sources, il y a quelques jours, les militaires FARDC, les policiers venaient de faire 3 mois sans être payés. Nous pensons que la ville de Béni se trouve dans ce contexte de la d'une part marqué par les révélations autour de l'assassinat du général Mamadou Dalla, mais également autour de la question de l'insécurité contre laquelle le maire de la ville vient de prendre une mesure de couvre-feu. Ok, merci beaucoup, maître. Nous ne pouvons pas vous prendre tout votre temps. Sûrement que vous avez des dossiers à aller traiter à la cour, etc. Alors, pour terminer, avez-vous un dernier mot pour nos internautes qui vous suivent en ce moment? Un dernier mot? Le dernier mot, c'est tout d'abord de demander à tous nos compatriotes de la diaspora qui nous suivent de pouvoir s'impliquer même de loin par rapport aux questions qui intéressent la nation. Vous savez, même si on est à l'étranger, on demeure congolais et la question ou les questions des enjeux congolais doivent continuer à intéresser la diaspora. Nous demandons à tous nos compatriotes que chacun puisse jouer son rôle là où il se trouve d'abord pour que la constitution congolaise ne soit pas modifiée pendant cette mandature et qu'au terme de cette mandature, qu'il puisse y avoir l'organisation des élections démocratiquement organisées par la Commission électorale nationale indépendante, mais c'est là à travers un processus consensuel qui va impliquer non seulement la majorité au pouvoir, mais également le parti politique d'opposition ainsi que la société civile. C'est donc également de les inviter à s'impliquer afin que la partie Est de la République démocratique du Congo puisse changer de statut, qu'elle puisse être un endroit de paix et non pas, comme je l'ai dit, une sorte de ventre mou pour l'instabilité et l'insécurité dans ces pays, mais également de jouer de leur poids, chacun à son niveau, afin que les investisseurs étrangers puissent s'intéresser au Congo et qu'ils puissent être le bienvenu au Congo. Alors merci maître, nous espérons que la prochaine fois que nous aurons besoin de vous, vous serez aussi disponible qu'aujourd'hui. Merci au nom de tous les internautes qui vous ont suivi et qui vous remercient pour cette disponibilité. Merci encore. Merci également à vous. Moi, c'est Maître René Kiunda Mwindo. Je suis le président fédéral de la démocratie chrétienne fédéraliste Nyamwisi DSFN. Alors, ce qui se passe à Béni est extrêmement grave. Quel est votre point de vue en tant que compatriote? Bon, nous déplorons ce qui se passe à Béni et nous présentons nos condoléances encore une fois à toutes les familles éprouvées. Évidemment, nous sommes restés chaque jour en train de présenter des condoléances. On en a marre, hein? On en a marre, on est fatigué, nous n'allons pas rester chaque jour à enterrer nos morts. Le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, si le président Joseph Kabila pouvait aujourd'hui me nommer conseiller spécial en matière de sécurité, je lui présenterai 3 choses. Monsieur le Président, par rapport à la situation sécuritaire du pays, par rapport à la crise sociale de la population. Voulez-vous vous présenter à nos nombreux téléspectateurs? Je suis M. Léon Tembo, je suis le secrétaire fédéral de l'Union pour la Nation congolaise, UNCA cycle, le parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Oui, mais ce qui se passe à Béni est extrêmement grave.
nous savons tous qu'il y a des morts malgré le passage du chef de l'État dans ce coin. Quelle est votre lecture? Est-ce que vous soupçonnez une main noire derrière ce qui se passe à Béni? Je pense que ce qui se passe à Béni, ce n'est pas grave, mais c'est très grave. Je crois que c'est de cette manière qu'il faut s'exprimer. C'est très grave. Pourquoi? Parce que depuis que l'on a commencé à parler de Adef Nalou, cela semble être un jeu de cache-cache. C'est que la vérité n'est toujours pas dite. Et on s'est dit finalement qui devait nous dire la vérité. Parce que nous avons un gouvernement qui a son armée, qui nous supposons être organisée, comme ça a toujours été dit par ce gouvernement, que l'armée est organisée. Mais curieusement, nous regrettons de constater que la vérité ne soit pas dite jusqu'à ce jour. Vous comprendrez très bien que depuis que cet événement a commencé, c'est-à-dire les sécurités au niveau de Béni, le territoire de Béni et ses environs, l'armée congolaise, FARDC, MONUSCO, n'est-ce pas, ont été largués pour essayer de traquer ces gens-là. Et à tout moment, nous avons appris au niveau des médias, n'est-ce pas, que ces malfrats, ces milices, cette force négative, n'est-ce pas, a été neutralisée. Et c'est surprenant de constater que cette armée, disons, ces groupes armés continuent toujours dans l'activisme. Et cela nous amène à plusieurs questionnements. Quels sont ces questionnements? C'est qu'on se dit, est-ce que le phénomène Adef Nalou n'est-il pas un fonds de commerce? N'est-il pas un fonds de commerce? C'est une question qui demande des réponses. Bien sûr, des réponses qui doivent provenir des analystes, des chercheurs et même du gouvernement. N'est-ce pas un fonds de commerce? C'est comme si cette activité-là profite à certaines personnes dans ce pays et même d'autres personnes en dehors de notre pays. C'est une question, je dis bien, qui demande une recherche.